7 Français sur 10 disent consommer du soja. 59% pensent que c'est bon pour la santé. C'est pas forcément faux, sauf que il faut aussi dire que ça peut être pas forcément bon justement pour certaines personnes ou quand on en consomme trop. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, AVS, ça marche avec le sujet d'aujourd'hui, à votre soja. Mon invité s'appelle Julie Lotz. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous publiez Merci. Planète Soja, une enquête mondiale sur les dangers de ce faux ami aux éditions du Rocher. C'est un livre qui fait suite à un documentaire que vous aviez fait pour la télévision, pour France 5. Et vous êtes parti réétudier pour le mettre dans un livre. Au niveau mondial, la production de soja a augmenté de 70% en moins de 30 ans. Ça veut dire qu'on en mange plus ? Ça veut dire qu'on en mange plus. Alors, on y reviendra, c'est pas seulement nous, c'est aussi les animaux, mais en tout cas, nous, effectivement, on en consomme plus. Aujourd'hui, je lisais un récent baromètre de l'Association de promotion des aliments du soja en France. 7 Français sur 10 disent consommer du soja. Et ce qui était intéressant dans ce baromètre, c'est que 59% pensent que c'est bon pour la santé. Donc, c'est pas forcément faux. Sauf que il faut aussi dire que ça peut en fait être pas forcément bon justement pour certaines personnes ou quand on en consomme trop. Alors quand on parle de soja, de quoi est-ce qu'on parle ? Parce qu'il y a soja et soja. Il y a soja, il y a pousse de soja. Alors on parle de quoi pour nous ? Alors, pour nous, donc on parle de soja et pas de pousses de soja. En fait, c'est donc les pousses de soja qu'on nous sert parfois dans les restaurants asiatiques. C'est en fait pas du soja. On n'a plus le droit d'appeler ça pousses de soja en fait aujourd'hui en France parce que il s'agit en fait de haricots mungo et ça n'a pas du tout les mêmes propriétés en fait que le soja. Quand on parle de soja, on parle d'une plante qui ressemble au haricot. C'est vraiment, enfin oui, ça y ressemble beaucoup. C'est une gousse qui contient des graines. Ces graines, on les cuit et on les transforme en les cuisant comme ça en steak de soja, dessert au soja, jus de soja. Voilà ce qu'on mange aujourd'hui. Et vous n'avez pas employé le mot yaourt de soja, ni lait de soja. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire yaourt au soja ou lait de soja parce que ce sont des termes réservés aux produits issus d'animaux. Donc, on peut dire lait de vache, bien sûr, lait de chèvre, lait de brebis. On a aussi le droit de dire lait de coco ou lait d'amande. Mais en tout cas, on ne peut pas dire lait de soja. Donc, c'est du jus. Oui. Et pour les steaks, on va bientôt plus avoir le droit non plus pour les mêmes raisons parce qu'en fait, ce sont des termes réservés aux produits carnés. D'accord. Mais par exemple, alors c'est très à la mode, c'est le burger veggie, qui est souvent à base de soja. De protéines de soja. On aura le droit de dire burger de soja ? Je ne suis pas sûre parce qu'on n'a pas le droit on n'aura bientôt plus le droit non plus de dire saucisse de soja. En fait, tout ce qui est, en fait, à partir du moment où ça peut induire une ressemblance trop proche avec les produits carnés, on n'aura plus le droit. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse dire encore burger de soja. Bon, quand vous commencez votre enquête au printemps 2017, qu'est-ce que vous savez du soja ? Pas grand-chose, vraiment. J'en consomme un petit peu de temps à autre, un peu comme tout le monde, en fait, en me disant, enfin, comme beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, en me disant, voilà, pourquoi pas manger effectivement un steak de soja pour... consommer un petit peu moins de viande, varier mon alimentation, parce que j'avais entendu dire que effectivement le soja c'était plutôt bon pour la santé, ce qui n'est pas faux encore une fois, puisqu'en fait c'est une source très importante de protéines et c'est moins gras. Alors de protéines végétales, exactement. Voilà, En fait, un steak de soja par exemple, c'est à peu près en fonction bien sûr des marques, 15 grammes de protéines par steak contre 25 grammes dans un steak de viande rouge, ce qui est plutôt pas mal. Alors, c'est vraiment bien pour un végétal, en fait. Parce que ça lui fait une source de protéines, c'est ça ? Ça fait une source de protéines pour ceux qui veulent manger un peu moins de viande. Alors, les nutritionnistes disent effectivement que c'est une source de protéines intéressante à compléter avec du riz par exemple, parce que il y a quand même une petite carence en acides aminés, mais vraiment parmi les végétaux, c'est une source très très bonne en fait de protéines et ça contient aussi et c'est pour ça qu'on en mange pas mal et que moi aussi au début je m'étais dit allez un petit steak de soja de temps en temps c'est pas mal, ça contient très peu de graisses saturées en fait et aujourd'hui les graisses saturées on sait que c'est pas bon pour la santé quand on en mange trop.
Comment est-ce que vous êtes passé à cette idée de manger un petit steak de soja de temps en temps, c'est bon pour la santé, au fait de mesurer votre taux de glyphosate dans vos urines? Alors, ça n'a rien à voir déjà. Non, mais c'est quand même le soja qui vous amène à ça quand même, mais en fait. Oui, mais alors en fait, il faut bien distinguer le soja qu'on consomme nous en consommation donc humaine, à travers donc dans les steaks de soja, jus de soja, dessert au soja qui est donc consommé par nos animaux. Donc aujourd'hui, si j'ai fait ce test du glyphosate dans mes urines, c'est parce que toute la seconde partie du livre concerne le soja qu'on donne aux animaux, qui concerne la plus grosse partie de la production mondiale aujourd'hui de soja. Parce que c'est l'alimentation qu'on donne aux animaux. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour les mêmes raisons. Enfin, surtout parce que ça contient beaucoup de protéines. Et donc, depuis l'élevage intensif et aussi depuis qu'on a interdit les farines animales, on a donné beaucoup de soja à nos animaux. Et ce soja, en fait, c'est... Qui vient du Brésil, souvent. Du Brésil et d'Argentine. Ouais. C'est en fait un soja très traité au glyphosate et aux autres herbicides à base de glyphosate, enfin au Roundup et aux autres herbicides à base de glyphosate, parce qu'en fait, pour la petite histoire, le soja, donc c'est du soja génétiquement modifié. Et ce soja génétiquement modifié, quand on l'a créé en 96 aux États-Unis, on l'a appelé Roundup Ready, parce qu'en fait, c'est un soja qui a été conçu en fait spécifiquement pour résister à ce Roundup dont on a beaucoup parlé, qui est donc cet herbicide à base de glyphosate. Et donc en fait, toute la seconde partie du livre, ça consistait, en gros, je me suis posé la question, mais du coup, si on nourrit beaucoup nos animaux avec ce soja, est-ce que ça peut avoir un impact pour nous en bout de chaîne, d'où les tests. Voilà, donc vous achetez des briques de lait. Aussi, de soja. De soja. Et vous mesurez donc... Non. Alors ça, c'est pas le glyphosate. C'est des quoi? Alors en fait, donc dans les... Ce qu'il faut vraiment là où il faut faire la différence, c'est nous aujourd'hui, quand on consomme du jus de soja, des steaks de soja ou des yaourts au soja, généralement ce n'est pas du soja qui vient d'Amérique latine, c'est souvent du soja français parce qu'on en produit de plus en plus en France, ou du soja européen. C'est vraiment dans la majorité des cas pas du soja génétiquement modifié. Ou alors c'est indiqué. En fait, c'est obligé d'être indiqué d'ailleurs. Oui, quand c'est OGM, c'est obligé. On est obligé de l'indiquer. Après, quand par exemple on nourrit les animaux avec du soja OGM, on n'est pas obligé de l'indiquer. Par contre, on peut indiquer nourri sans OGM dans une teneur inférieure à 0,9%. Parce qu'il peut y avoir des contaminations accidentelles, mais c'est bien du soja qui n'aura pas... en gros, des produits, qui sont issus d'animaux qui n'auront pas été nourris avec du soja. Alors, votre livre commence par une expérience. Vous rencontrez, on va dire, la spécialiste française sur la question et qui vous conseille de faire une petite expérience. Elle me conseille de faire une petite expérience qui, au début, m'a un peu étonnée. Vraiment, j'étais très sceptique. Donc, en fait, elle m'a conseillé de boire 1 litre de jus de soja en 2 heures, une semaine avant l'arrivée de mes règles, en me disant vous allez voir, ça va déclencher vos règles dans la nuit. Bon, à l'époque, c'était je l'ai fait quand je travaillais sur le documentaire pour France 5 et on en a discuté avec ma rédactrice en chef et on s'est dit si tu peux, tente. Donc, ok, par curiosité, j'ai tenté. Elle vous dit que ça vous tuera pas quand même. Ouais, c'est ça. Catherine Benetto-Pellicero. Oui, exactement. En fait, elle me dit, il n'y a pas de danger à essayer une fois, donc j'essaie. Mais vraiment, j'étais assez sceptique. Donc, pour la petite histoire, non, ça n'a pas déclenché mes règles dans la nuit, mais quand même avec 4 jours d'avance. Donc là, on s'est dit, qu'en penser encore une fois, mais dans le doute, on propose à plusieurs femmes de tester. Au final, ça a pris 6 mois, cette expérience, parce que le temps que tout le monde le fasse, on avait demandé aux femmes de noter en fait les effets qu'elles avaient ressentis, que ce soit au niveau des règles ou des douleurs dans un cahier. Donc on a tout repris. Et en fait, au final, 3-4 ont noté en fait des douleurs plus importantes que d'habitude,
4 d'entre elles sur 8 ont noté justement l'arrivée des règles en avance. Je précise encore une fois, parce qu'on a eu beaucoup de retours par rapport à cette expérience, qu'il ne s'agit pas d'une expérience scientifique. On a vraiment fait ça par curiosité. C'est l'industrie, c'est les lobbies du soja qui vous ont tapé dessus? Du soja, non, pas forcément. Non, c'était plutôt des retours. Oui, alors forcément, ils n'étaient pas très contents, mais encore une fois, on met pas ça en avant comme une expérience scientifique. En fait, pour nous, c'était la base, c'était vraiment de la curiosité. Mais Catherine Beneteau-Pellicero, qui est quand même la lanceuse d'alerte sur les effets néfastes du soja, elle a quand même mené des recherches concernant la consommation de soja. Exactement, elle a fait plus de 80 études sur la question. Elle alerte là-dessus depuis 30 ans, vraiment à tous les niveaux. Elle a fait partie des groupes d'experts de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation. Elle a aussi travaillé au niveau européen à l'EFSA, à l'Agence européenne, pareil, de sécurité alimentaire. Donc voilà, on a réalisé cette expérience. Après, la question était de savoir, au niveau justement des études scientifiques sérieuses, est-ce que certaines reprennent ces effets-là? Et effectivement, oui. Et alors, vraiment, on a commencé à alerter en France sur les effets de ces... Donc, pardon, il faut qu'on reprenne pourquoi, en fait, ça a eu des effets. C'est qu'en fait, le soja est une plante qui contient beaucoup de phytoœstrogènes. Donc, en fait, en résumé, des molécules qui ont des effets similaires aux hormones féminines. Phyto, ça veut plante, et œstrogène, les hormones féminines. C'est pour ça que le soja, il y a quelques années, était donné pour toutes celles qui ne supportaient pas les traitements de ménopause, les effets secondaires. Exactement. En fait, on a pris, il y a quelques années, vraiment ces molécules du soja qui sont appelées phytoœstrogènes ou isoflavones, et on en a fait des compléments alimentaires pour femmes ménopausées, parce qu'en fait, quand on est à cette période de la vie, la ménopause, on ne produit plus d'hormones féminines et ça peut avoir des effets comme des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes. Et donc, on a utilisé ces phytoœstrogènes dans le soja pour en faire des compléments alimentaires pour femmes ménopausées pour contrer ces symptômes. Donc, c'était très... C'était un peu à la mode. Il y a eu une période où c'était très à la mode. Exactement, notamment au début des années 2000, juste avant l'apparition du rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation sur ces fameux phytoœstrogènes. Et d'ailleurs, ce rapport a été fait parce que c'était très à la mode à l'époque. Non seulement pour les femmes ménopausées, mais on en donnait aussi aux bébés, aux nourrissons. Il y avait des laits infantiles à base de soja. Voilà. Donc, en 2005, les autorités sanitaires françaises ont un peu vraiment fait le point dans un rapport très long, qui fait plus de 200 pages, sur ces phytoœstrogènes, vraiment pour toutes les populations. Et ce qui ressort en fait de ce rapport de 2005, c'est que donc la prise de phytoœstrogènes peut poser problème pour certaines personnes. Ces phytoœstrogènes sont déconseillés, donc notamment pour les femmes qui ont eu un cancer du sein hormonodépendant, parce qu'en fait, ça pourrait faire revenir ce cancer. Voilà. C'est aussi déconseillé pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de la thyroïde, parce qu'en fait, ça peut interférer avec leur traitement et l'annuler. Donc ça, c'est mentionné. Normalement, quand on a des problèmes de thyroïde et qu'on prend des médicaments, on est censé faire attention. En 2005, l'Agence française a aussi, par précaution, recommandé aux femmes enceintes de ne pas consommer de soja et de phytoœstrogènes et aux enfants en dessous de 3 ans de ne pas en consommer. Ça aurait des effets sur la fertilité des hommes aussi. Alors là-dessus, il n'y a pas de consensus scientifique, même si effectivement certaines études montrent que une trop forte consommation de phytoœstrogènes peut réduire la concentration spermatique et entraîner des effets au niveau de la fertilité. Mais il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur la question. En revanche, en 2005, suite à ce rapport, l'Agence française a conseillé à l'ensemble de la population de ne pas consommer quotidiennement plus de 1 mg de phytoœstrogène par kilo et par jour. Donc ça veut dire que, par exemple, un homme qui fait aux alentours de 80 kg, sa consommation quotidienne recommandée
est de un steak de soja et un gros bol de jus de soja. Pour une femme qui fait 60 kilos environ, c'est un steak et un verre de jus de soja. Et pour un enfant de 45 kilos, sa consommation quotidienne est atteinte avec un demi-steak de soja. Il y avait eu un documentaire et puis aujourd'hui il y a le livre. Qu'est-ce que vous dites de plus dans le livre que vous ne pouviez pas dire à la télévision ? On est plus contrôlé quand on passe à la télévision ? C'est pas une histoire de contrôle, en fait, c'est une histoire de temps. C'est souvent difficile de mettre toutes les informations qu'on récolte pendant 8 mois sur un documentaire dans 52 minutes, en fait. Il n'y a pas les annonceurs de France Télévisions, en tout cas la régie publicitaire qui vous dit attention, il y a non, on vend beaucoup de yaourts soja. Non, pas du tout. Attention. Non, pas du tout. Le soja a eu longtemps la réputation d'être un aliment santé. Moi-même, quand je mangeais des yaourts de soja, je pensais, des desserts au soja, je pensais que c'était bon pour la santé. Ça vient d'où cette réputation d'aliment santé ? En fait, le soja, effectivement, c'est pas que c'est bon ou pas bon. Oui, en fait, ça peut être un aliment intéressant. Encore une fois, parce qu'il contient beaucoup de protéines et très peu de graisses saturées. Le souci, en fait, c'est qu'on a très souvent... les industriels qui le produisent et qui le vendent, qui le commercialisent, ont très souvent mis en avant les bienfaits du soja en ne mentionnant pas les risques. En 2005, le rapport des autorités françaises disait d'ailleurs recommander aux industriels de faire mention des risques sur les emballages et de donner le taux en phytoœstrogènes des aliments au soja commercialisés. Aujourd'hui, c'est pas le cas. En fait, c'est indiqué nulle part. Donc, on sait... très peu de personnes en fait sont au courant du fait que le soja contient des phytoœstrogènes et qu'il est déconseillé pour certaines personnes. Parce que c'est pas obligatoire de le noter. Non, c'est recommandé. Et en fait, même par rapport aux recommandations dont on parlait tout à l'heure, le 1 mg de phytoœstrogènes par kilo par jour, donc on peut... en fait, c'est pour se faire une idée, en fait, ce steak et ce gros bol de jus de soja pour un homme. Mais en fait, c'est très difficile de savoir exactement quel est le taux de phytoœstrogènes dans chaque aliment parce que ça varie beaucoup en fonction, d'un steak de soja à un autre, on n'aura pas les mêmes taux et c'est pour ça qu'en 2005, l'agence française avait recommandé aux industriels de l'indiquer pour qu'on puisse avoir nous une idée en fait de ce que contiennent les aliments et si on est une population à risque ou si tout simplement on a envie de faire attention et de limiter sa consommation pour qu'on puisse véritablement le faire parce qu'en fait aujourd'hui c'est très difficile. Il faudrait simplement faire changer la réglementation. Est-ce que c'est compliqué ça ? Oui, je pense que c'est un peu compliqué, mais après, en 2019, l'association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, avait fait une nouvelle enquête sur ces phytoœstrogènes dans le soja. Et ils avaient justement demandé, d'une part, à l'Agence de sécurité française de réévaluer les risques, parce que, entre-temps, depuis 2005, des études nouvelles sont sorties, et notamment une aux États-Unis qui pointe des risques à une dose limite encore inférieure aux 1 mg de phytoœstrogènes par kilo et par jour. Et ils avaient aussi demandé à la répression des fraudes, la DGCCRF, d'obliger les industriels à indiquer ces mentions sur les emballages. Alors pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles de ce côté-là. Moi, depuis 3 ans à peu près que je suis sur ce sujet, je regarde régulièrement les emballages. Je n'ai trouvé qu'un seul produit qui faisait état des risques, pas des taux, mais des risques, et qui pointait le fait que du coup ce produit était déconseillé pour les femmes enceintes et les enfants en dessous de 3 ans. Alors on parle aussi souvent des perturbateurs endocriniens. Oui. Donc quel est le lien avec les phytoœstrogènes ? En fait, c'est ça, c'est que le fait que le soja contienne des phytoœstrogènes, donc qui sont des molécules qui ressemblent aux hormones féminines, il s'apparente en fait à un perturbateur endocrinien, parce qu'en fait, quand on donne trop d'hormones comme ça peut perturber justement la régulation hormonale. À quoi faut-il faire attention alors quand on fait les courses aujourd'hui ? Sous quelle forme on le trouve ? Parce qu'en fait, ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que du soja, il y a le soja qu'on connaît, il y a le soja qu'on voit.
Donc, si vous achetez un steak de soja, et puis il y a tout le soja qu'on voit pas. Exactement. Alors en fait, c'était aussi vraiment la surprise de cette enquête et que je ne savais pas du tout avant de travailler sur le sujet. C'est que quand on fait un petit peu attention, aujourd'hui, le soja, il se retrouve dans beaucoup de produits. On peut en trouver dans le chocolat, dans les goûters pour enfants, dans les biscuits, même dans certains chewing-gums. Alors là, le soja, il se retrouve sous forme d'additifs alimentaires. En fait, c'est la lécithine de soja. C'est en fait un émulsifiant qui aide en gros au bon mélange des ingrédients. Le E322 pour ceux qui aiment bien calculer quand ils font leurs courses. Hein. C'est ça. Donc en fait, le soja, on peut le retrouver sous cette forme dans vraiment beaucoup de produits. Alors quand on le retrouve sous cette forme, je dirais pas d'inquiétude par rapport au phytoestrogène parce qu'en fait la quantité est trop petite pour qu'on ait un taux de phytoestrogène important. En revanche, là où on le retrouve en quantité quand même assez importante et pour le coup on ne s'y attend pas, c'est dans des produits à base de viande comme tout simplement des steaks pour hamburger, mais des steaks cette fois-ci de bœuf ou des... Donc le pavé qu'on trouve au rayon surgelé. Le steak haché plutôt, en fait, qui Mmh. sert à faire les burgers. Donc, Mais il a le droit de s'appeler steak haché s'il est à base... Ah oui. Il a le droit. Et en fait, quand on regarde la composition, dans certains steaks, il contient 70% de viande, de bœuf, et 30% quand même de soja. Donc, c'est du soja sous forme de protéines de soja texturées. Donc, ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, ça ressemble à des flocons. Et c'est ce qui est aussi utilisé dans les steaks de soja parce qu'en fait, vraiment, il a une texture qui ressemble à de la viande. Vraiment, on s'y trompe facilement. Les industriels ajoutent ça parce que ils disent que ça donne une texture plus tendre, mais aussi, ils s'en cachent pas, hein, ça leur fait faire des économies considérables parce qu'en fait, le soja, ça coûte près de 2 fois moins cher que la viande. Donc c'est moins cher que la viande, donc effectivement, ouais. Tout bénef. Tout bénef. Donc, on en trouve dans des steaks hachés de bœuf, mais aussi dans ce qu'on appelle les boules ou les boulettes de viande. Donc, au poulet, au veau. Enfin, on en trouve vraiment dans pas mal de produits. Et là, les teneurs en phytoestrogènes sont importantes. Par exemple, dans ces boules ou boules de viande au bœuf, 4 petites boulettes de viande, ça contient, en tout cas dans les dernières analyses que j'ai... Parce qu'il y a des tableaux, ouais. Oui, à peu près 15 mg de phytoestrogènes, c'est quand même pas mal, surtout quand on ne sait pas en fait que via cet aliment, on en consomme. Et c'est utilisé également dans ce que vous appelez la restauration collective. Donc les enfants adorent ça en plus, ces boulettes. Elles sont bien assaisonnées. Ouais. Et c'est pas interdit dans la restauration collective, finalement, dans les cantines, tout ça. C'est pas interdit. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de mentionner la présence de soja, effectivement, parce que le soja est un allergène. Donc, en fait, pour cette raison-là, on est obligé de le mentionner. Donc, dans la cantine dans laquelle j'étais allée pour le reportage, c'était pas mentionné. Mais en restauration collective, normalement, que ce soit en cantine ou dans les restaurants, à partir du moment où les produits contiennent un allergène, on est obligé de le mentionner. C'est pas malheureusement toujours le cas. Ou il y en a d'autres, du soja, qu'on ne soupçonne pas. Dans les produits, il peut y avoir du soja dans les produits type de boulangerie, dans le pain, dans les brownies. Et là, pour le coup, dans les brownies, effectivement, les analyses en phytoestrogènes montrent des quantités quand même assez importantes. Encore une fois, les industriels s'en servent souvent en fait parce que ça amène une texture intéressante et aussi parce qu'en fait, ils mettent aussi en avant le fait que grâce au remplacement d'une partie de la viande par du soja, par exemple, ça peut, la valeur nutritionnelle peut être meilleure puisque le soja est un peu moins gras. Mais ce qu'on nous dit encore une fois c'est que effectivement du coup l'aliment va contenir ces phytoestrogènes qui peuvent poser problème pour la santé pour certaines personnes. Voilà, il faut juste le savoir. Il faut juste le savoir les repérer. Un consommateur averti en veut 2. Oui, alors le problème c'est que une fois qu'on est sensible au sujet, on va se dire ok, peut-être que du coup je vais un peu limiter le nombre de produits au soja que je consomme, mais encore une fois ou bien regarder les étiquettes. Mais ce qui est, je pense qu'il serait intéressant, c'est encore une fois que les industriels en fassent mention parce que encore une fois,
si on n'est pas un petit peu sensibilisé au sujet, on nous l'indique jamais. Mais aujourd'hui, ça va vite, hein. Ça va vite. Oui, les gens, une fois qu'ils sont sensibilisés au sujet, vous allez avoir une application Détecte Soja qui va vous permettre de vérifier, de scanner votre produit. Peut-être. Écoutez, en tout cas, je pense que, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas les applications, ça serait bien que ce soit mentionné. Aujourd'hui, on est en plein viande bashing. Finalement, la viande a de plus en plus de mauvaise réputation. Manger de la viande, ça devient suspect. Et d'un autre côté, on se retrouve avec un message en disant, bah ouais, manger du soja, c'est mieux, c'est meilleur pour la planète. Meilleur pour la planète ? Non. C'est meilleur pour la santé. Vous voyez, non, mais c'est ça qui paraît paradoxal. Aujourd'hui, alors il n'y a pas que les véganes, mais aujourd'hui, ils se sont emparés de ces produits-là. Oui, c'est paradoxal en fait. Encore une fois, effectivement. Alors, vous verrez dans le livre, hein, je fais pas non plus le. Non, ça montre personne du doigt. Non. Mais ça peut paraître paradoxal de finalement, voilà, aujourd'hui, on accuse l'industrie agroalimentaire et les boucheries, par exemple, des affreux méchants pour la planète, et finalement le soja, ça y ressemble. En fait, le soja, effectivement, concernant la planète, n'est pas mieux. En fait, donc, vous disiez tout à l'heure, vous donniez les chiffres de la production mondiale. On est passé effectivement de 100 millions de graines produites dans les années 90 à 340 millions de graines produites de soja l'an dernier. Ça a augmenté de 70% en à peine 30 ans. C'est énorme. Le soja, en fait, il faut savoir que... Alors, là, on parle du soja pour les animaux. On ne parle pas de notre consommation humaine, en fait, qui est donc de tofu, de steak de soja, Parce que voilà, on le retrouve effectivement aussi dans le tofu. Oui, qui est, mais c'est pas le soja, généralement pas le soja qui est produit en Amérique latine. Ça, c'est le soja français. Français ou européen, en tout cas, qui n'est pas OGM. La production française aujourd'hui est minime de soja, mais elle explose là aussi. En fait, ces 5 dernières années, elle a été multipliée par 4. L'an dernier, on en a produit 400 000 tonnes de graines. Alors, par rapport aux 340 millions de tonnes de graines produites dans le monde, c'est rien. Mais effectivement, aujourd'hui, on en a assez en France et en Europe pour notre consommation humaine. En revanche, pour la consommation qu'en font nos animaux, qui est énorme et beaucoup plus importante que la nôtre, on n'en a pas assez. Et donc, on est obligé d'importer, en fait, un soja qui vient d'Amérique latine. Oui, mais quand on va dans une grande surface, on voit quand même que le rayon soja a quand même, c'est quand même drôlement agrandi. Le rayon soja est énorme. Aujourd'hui, il y a des dérivés vraiment sous toutes les formes. Donc, on a parlé de produits assez traditionnels, mais on a aussi des graines de soja toastées pour l'apéritif. On a du beurre à base de soja. On a des crèmes pour la cuisine, des crèmes de cuisine à base de soja. J'avais rencontré dans le cadre du reportage une famille qui avait vraiment en fait remplacé tous les produits issus d'animaux, une famille végane qui avait pour alternative... Elle avait l'équivalent en tout. Mais oui, en soja. Et c'est très surprenant parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment tout remplacer par des produits à base de soja. On peut avoir du jambon de soja, oui. des saucissons de soja. De la bolognaise à base de soja, mais vraiment tout en fait. Et alors, oui, c'est impressionnant. Donc, quand on n'est pas au courant des problèmes que ça peut poser, quand on en mange à tous les repas, pour le coup, ça peut être problématique. Et ça, tous les médecins vous le diront. Mais en fait, si on en mange à tous les repas, c'est pas bon pour la santé. Ça peut poser des problèmes, mais c'est un peu comme pour tout, j'ai envie de dire. Enfin, la base aujourd'hui, ce que recommandent les nutritionnistes, c'est une alimentation variée et équilibrée. Quand on mange du soja à tous les repas, ce n'est pas varié. Donc, si j'ai bien compris ce que vous nous dites ce matin, ce qu'il faut surveiller, c'est notre taux d'exposition. Oui, en gros, ce qu'il faut surveiller, c'est notre taux d'exposition. Quand on est une personne à risque, à savoir les femmes enceintes, les enfants en dessous de 3 ans, les personnes qui ont eu un cancer du sein hormonodépendant ou les personnes qui ont des problèmes de thyroïde, le soja est déconseillé. Après, pour le reste de la population, effectivement, l'idée, c'est de ne pas en consommer en excès. Après, l'idée, c'est pas non plus de ne plus en consommer du tout parce que ça peut être une alternative intéressante. Mais ce que disent aujourd'hui les autorités de santé, c'est
voilà, pas plus d'1 milligramme de phytoestrogène par kilo et par jour. Alors voilà, ça représente 1 ou 2 produits. Il faut savoir que l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation envisage de revoir cette limite à la baisse. Donc c'est un sujet à suivre et il serait intéressant, en tout cas, d'indiquer, de faire mention des risques ou d'indiquer les taux sur les emballages pour qu'on ait... Pour que ce soit transparent, en tout cas pour le consommateur. Pour que ce soit plus transparent pour le consommateur et qu'on puisse effectivement, quand on a l'intention de bien manger, voilà, de faire un choix éclairé. Et peut-être aussi mettre un warning sur cette idée que c'est un aliment santé. Oui, alors mettre un warning, oui, en fait on a entendu depuis... Parce que le marketing depuis le début il fait là-dessus quand même. Le marketing est fait là-dessus depuis le début, effectivement. Le soja, on dit que c'est un aliment riche en protéines végétales, moins gras. Oui, tout le marketing autour du soja est fait là-dessus, bien sûr, et on parle très peu des phytoestrogènes ou isoflavones et des soucis que cela pourrait poser. Donc je vous dis, il y a quand même une petite lueur d'espoir. J'ai vu un industriel qui a fait mention des risques sur ses emballages. Donc c'était un jus de soja. Il y a aussi des industriels, des petits producteurs qui aujourd'hui commencent à produire sans phytoestrogènes. C'est vraiment très petit encore. Et pour l'instant, ça n'est... En France ? Oui, en France. Et c'est à destination uniquement des cantines scolaires. On n'en trouve pas encore dans les supermarchés. Bien, les 3/4 des graines de soja produites dans le monde sont utilisées, vous nous l'avez dit tout à l'heure, pour alimenter nos vaches. Nos vaches nos porcs, voilà, tout le bétail. Depuis quand finalement c'est devenu l'alimentation des bêtes d'élevage ? C'est devenu progressivement l'alimentation des bêtes d'élevage. Il y a eu 2 choses en fait vraiment essentielles qui ont entraîné ça. C'est d'une part l'élevage intensif parce qu'il a fallu produire plus et vite. Et l'interdiction des farines animales. Parce qu'en fait, à partir de là, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui pourrait remplacer en fait cette source de protéines importante ? Et le soja, là encore, comme il fait partie, mais vraiment des végétaux les plus concentrés en protéines, ça a été vraiment, encore une fois, l'aliment idéal. Une graine de soja crue comme ça, elle contient 35% de protéines, ce qui est énorme. Alors, ce qu'on donne aux animaux, ça s'appelle les tourteaux de soja. C'est quasiment du soja, en fait, concentré. Et ça contient énormément de protéines. Alors, dans ce soja qu'on donne aux animaux, est-ce qu'il est forcément OGM ? Alors, il n'est pas forcément OGM, il est essentiellement OGM parce qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, en France, notre production de soja n'est pas suffisante. Ça relève d'accords qui ont été passés notamment avec les États-Unis il y a quelques années, mais notre production en fait européenne d'oléoprotéagineux, c'est dans la famille. Ouais. Oui, voilà. Donc c'est le colza, le tournesol et le soja est limitée. Et en fait aujourd'hui, on en produit très peu. L'essentiel de notre soja pour les animaux vient d'Amérique latine. Donc par exemple l'an dernier, près de 3 millions de tonnes de soja ont été importées, en grande partie pour nos animaux. Donc, encore une fois, pour juste la comparaison, on en produit 400 000 tonnes en France. Donc, on n'en a vraiment pas assez. Et donc, l'essentiel de ce soja qu'on importe vient du Brésil et d'Argentine. Et là-bas, le soja est effectivement, en majeure partie, génétiquement modifié. D'accord. Donc, ce sont des produits qui sont faits grâce à nos amis de chez Monsanto. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le premier... Le vrai méchant, c'est lui. Le vrai méchant, c'est lui. Je ne sais pas. Il y en a d'autres, j'imagine. Enfin, il n'y a pas de méchant ou de... Mais c'est... Pour la petite histoire, c'est que ce soja, donc génétiquement modifié, a effectivement été créé par Monsanto, aujourd'hui Bayer. Donc à l'époque Monsanto, oui, c'est vrai. En 96. Ouais. Et donc ils ont appelé ce soja le soja Roundup Ready, parce qu'en fait c'est un soja qui est
a été conçu pour résister à l'herbicide qui s'appelle le Roundup, donc l'herbicide à base de glyphosate. Donc en gros, quand on asperge un champ de soja génétiquement modifié, ces herbicides tuent les mauvaises herbes et le soja, lui, ne bouge pas. Il résiste, il reste intact. Et c'est toute cette technologie, en fait. Le truc, c'est que au final, on passe quand même de grosses quantités et il a été montré qu'on en passe de plus en plus aussi parce qu'il y a le problème des mauvaises herbes résistantes, d'herbicides sur ces champs de soja. Alors, ça pose des problèmes à plusieurs niveaux. Ça pose des problèmes pour les populations aux alentours, vraiment. En Argentine, au niveau de la santé, oui. Et là, vous montrez des gens qui sont... Là-bas, en gros, ces herbicides, notamment, il y a d'autres pesticides aussi utilisés, mais en fait, le soja transgénique utilise beaucoup d'herbicides à base de glyphosate parce qu'il a été conçu pour résister à ces herbicides à base de glyphosate. Donc, c'est vraiment... On ne peut pas parler de soja sans parler de soja OGM, qui est l'essentiel de la production mondiale, et sans parler des herbicides à base de glyphosate. Donc, est-ce qu'il y a des résidus de glyphosate sur le soja qui est produit? C'est ça la question. De toute façon, oui, parce qu'en fait, c'est une plante, effectivement. Donc, on a montré qu'il y a des résidus. Le soja OGM garde en fait des résidus. Ce soja est donné à nos animaux et ces animaux, en gros, sont transformés pour les produits qu'on consomme dans les supermarchés. Donc là, la question, c'est ça, c'est savoir que deviennent les pesticides qu'a ingéré l'animal chez l'homme. Alors, c'est exactement la question que je me suis posée dans la seconde partie. Et pour nous, consommateurs en bout de chaîne, en gros, vraiment, la question, c'était est-ce que ces résidus de pesticides passent à travers la chaîne alimentaire? Alors, pour répondre à cette question, j'ai notamment fait analyser des produits issus de ces animaux qui sont nourris, entre autres, avec du soja génétiquement modifié, à savoir le lait de vache. J'en ai fait analyser 16 produits commercialisés dans nos supermarchés, parmi les plus vendus, du lait entier, demi-écrémé, même du lait bio. On a trouvé des résidus de glyphosate dans ces 16 laits commercialisés en France. Ce sont des résidus qui correspondent à des doses inférieures aux doses autorisées, bien sûr, parce que sinon les produits ne seraient pas autorisés sur le marché. En revanche, donc, ce que disent les scientifiques à qui j'ai soumis ces analyses, c'est que en fait, ils alertent sur notre exposition en fait généralisée, parce que il y en a. On en revient à ça. Mais c'est ça. La dose, elle est cumulée ou pas? La dose, elle est cumulée ou pas? La dose, elle est cumulée aujourd'hui parce qu'on retrouve ces résidus de glyphosate, mais pas que en fait, dans plusieurs produits alimentaires. Donc en fait, il y a plusieurs questions qui se posent pour les scientifiques. C'est dans un premier temps, ces molécules, même en quantité infime, présente dans plusieurs aliments et dans de nombreux aliments aujourd'hui, qu'on ingère régulièrement tous les jours et tout au long de notre vie. Donc c'est en gros le fameux effet cocktail aussi entre ces pesticides. Et il y a une autre question qui se pose, notamment sur le glyphosate dont on a beaucoup parlé, c'est la question de sa génotoxicité. Donc en gros, on explique à tout le monde ce que c'est. Donc en fait, un produit génotoxique, c'est un produit qui peut altérer l'ADN, et ainsi provoquer des cancers. Quand un produit est génotoxique, il faut savoir déjà que le Centre de recherche international sur le cancer en 2015, qui avait classé le glyphosate comme une substance cancérogène probable, a également classé le glyphosate parmi les substances génotoxiques. Mais aujourd'hui, il y a une grosse controverse sur cette substance. Elle est actuellement encore étudiée en France et on devrait avoir des résultats cette année, a priori, notamment sur cet aspect génotoxique. Parce qu'en fait, quand une substance est génotoxique, et c'est ça ce qui inquiète en fait les scientifiques aujourd'hui, c'est qu'elle doit être retirée immédiatement du marché parce qu'une seule... En fait, si vous voulez, pour une substance génotoxique, il n'y a plus de seuil. On ne peut plus parler de dose. D'accord. C'est la différence entre probablement cancérogène et génotoxique. Plus ou moins. En tout cas, c'est deux choses... en fait, c'est deux choses différentes. Mais à partir du moment où une substance est classée en plus génotoxique, si vous voulez, pour une substance probablement cancérogène, on peut encore avoir une dose. Mais pour une substance génotoxique, on n'en a plus. Et c'est ça, en fait, ce qui inquiète
aujourd'hui beaucoup de scientifiques sur cette substance. D'ailleurs, récemment, récemment, en fin d'année dernière, l'agence française a retiré 36 produits qui étaient notamment des produits à base de glyphosate. Enfin, pas seulement, c'était ce qu'on appelle des coformulations. Donc évidemment, le soja, le glyphosate, c'est que le principe actif. Donc il y a d'autres produits avec lui en fait pour qu'il agisse. Mais donc si l'agence a retiré ces 36 produits, c'était notamment parce que les industriels qui le produisent n'avaient pas fourni les éléments de preuve sur la génotoxicité en fait de ces coformulants. Et puis, on a vu les stocks qu'il y a eu aussi de produits à base de glyphosate l'année dernière. C'est énorme en fait aujourd'hui. Quand on a dit aux gens qu'il y avait peut-être un risque qui soit interdit, hop, ça a stocké. Tout de suite. Oui, exactement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, encore une fois, alors il y a des produits qui ont commencé des pays qui ont commencé à interdire le produit. Ouais. Donc il y a le Sri Lanka, le Vietnam. En Europe, il y a Malte, il y a l'Italie pour certains lieux, notamment fréquentés par le public. Mais en fait, on a l'impression que la France fait des allers-retours sur la question. Oui, effectivement. Et en fait, parce que ce n'est pas simple, parce qu'en fait, on l'a tellement utilisé et encore une fois, il ne s'agit pas du tout, et je pense qu'on le comprend dans le livre. Parce que le président dit que ça serait la fin de notre agriculture si on l'interdisait complètement tout de suite. Parce qu'en fait, on a donné ces outils aux agriculteurs, enfin, c'est pas de leur faute, on leur a donné ça pendant des années, ils ont dû faire avec ça, et aujourd'hui, on dit il faut faire sans ça. Donc, effectivement, il faut donner les moyens de faire autrement, donc c'est très compliqué, en fait, et ça va prendre du temps, ça c'est sûr. Mais est-ce que ce sont les lobbyistes de Monsanto qui produisent de leur côté des centaines d'études pour prouver que c'est pas toxique? Alors, c'est une question. J'en parle un peu des lobbies. De la façon dont ils travaillent. De la façon dont ils travaillent dans la seconde partie. Et effectivement, c'est une technique de lobbying vraiment basique, la production d'études, effectivement. Et je reviens un petit peu sur les Monsanto Papers, qui étaient des documents de la firme qui ont été révélés ces derniers mois. En fait, on en a eu beaucoup et qui ont montré justement ces stratégies, notamment ces stratégies de lobbying. Et, qui sont les mêmes que les cigarettiers. Qui sont comparables aux cigarettes. Et en fait, ça a mis des années pour qu'on dise et qu'on reconnaisse que la cigarette est dangereuse. Aujourd'hui, je pense que c'est plus une question pour personne. Mais là, du coup, sur ces produits-là, on a l'impression qu'on est exactement dans la même chose aujourd'hui. Et dans cette, effectivement, stratégie qu'on appelle du doute, en fait, qui fait douter tout le monde et qui, du coup, fait vraiment gagner du temps, en fait, aussi, parce que, du coup, on n'interdit pas, il y a encore une nouvelle... Ils immiscent le doute, et ce qui fait, ça minimise le risque. C'est ça. Et stratégie de com. C'est une stratégie de com, de lobbying qui est bien connue, mais pas de tous. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit que s'il y a un doute, c'est qu'il n'y en a pas. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Écoutez, là, en tout cas, je développe un petit peu ça dans la seconde partie. C'est passionnant. En plus, on voit comment ça fonctionne, les coulisses. Bon, votre livre s'appelle Planète Soja. Julie Lotte, merci de nous avoir si bien parlé aux éditions du Rocher. Vous réécoutez le podcast de l'émission sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci, très belle journée santé sur Beurre FM.